Bonjour. Cette vidéo sur l'amélioration d'une rame de voiture inox Jouef des années 60 va surtout me servir de prétexte pour parler de l'éclairage des voitures avec une bande à LED, des prises de courant et de l'utilisation rationnelle des condensateurs. Encore une fois, les modélistes chevronnés n'apprendront rien, car ils connaissent déjà tout ça par cœur. Mais c'est plutôt le genre de vidéo que j'aurais aimé trouver quand il y a 12 ans je me suis remis à jouer au train électrique à l'âge adulte. Ça m'aurait évité pas mal d'échecs, d'impasses et de galères, et d'expérimenter continuellement la fameuse méthode des essais et des erreurs. Tout d'abord, un peu d'histoire. Les voitures DEV inox de la Direction des études de voitures de la SNCF ont été construites entre 1950 et 1973 pour former le parc voyageurs haut de gamme de l'après-guerre à côté des traditionnels DEV AO vertes, AO pour acier ordinaire, dessinés par l'ingénieur Denis Forestier. L'utilisation de l'acier inoxydable permettait un gain de poids, mais aussi un coût d'entretien bien moindre. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis un lien vers le site de Clive Lemming dans la description de la vidéo. Chez Jouef, elles apparaissent en 1954 en version courte à 6 compartiments, avec vitrage et avec attelage à croc. C'est le crochet inversé. En 1958, la gamme adopte l'attelage à crochet. Au catalogue de 1958, on les trouve en version longue à 8 compartiments avec des aménagements intérieurs rouges et en version courte sans aménagement intérieur. Les versions sans aménagement seront surtout vendues dans des coffrets comme le coffret Sud Express avec la BB 9004, détentrice du record de vitesse de l'époque à 331 km/h. Ce sont des modèles très basiques de l'époque des trains Jouet, et ceux que j'ai m'avaient d'ailleurs été donnés au décours d'un autre achat, car le vendeur n'arrivait pas à les écouler et en avait assez de les avoir sur les bras. Effectivement, elles n'étaient pas Jojo, et je les avais mises de côté ne sachant pas quoi en faire. Il y en a de deux sortes, les Jouef et les Playcraft un peu mieux finis. Elles ont toutes le toit collé, sauf une qui a des vis de fixation. Les roues sont en plastique et il faudra les changer, ce qui constituera le poste de dépense le plus important. Le schéma pour l'éclairage est le même en analogique et en numérique, car dans les deux cas, il faut toujours passer par un pont de diode. En analogique, pour que l'éclairage fonctionne dans les deux sens, et en numérique, car la voie est alimentée par un courant qui se rapproche de l'alternatif. Donc l'arrivée des rails entre sur l'entrée alternative d'un pont de diode. On utilise un condensateur pour stabiliser le courant et éviter les clignotements si la prise de courant n'est pas parfaite. La valeur du condensateur varie selon la consommation de ce qu'on doit alimenter. Si c'est juste de l'aide pour un feu arrière, 100 microfarads suffisent largement. Si c'est un bandeau de LED, il faudra au minimum 220 microfarads et cela dépendra surtout de la place disponible dans le wagon. Une résistance de 100 ohms limite le courant de charge du condensateur. Cette résistance est très importante, mais pourtant souvent absente des schémas proposés ici ou là. En effet, la charge d'un condensateur en direct est brutale et cela provoque un coup de bélier sur le circuit d'alimentation du réseau, avec une chute de tension suivie d'un rebond. Tout cela relève de la microseconde et peut paraître sans importance, du moins en analogique. Et comme la prise de courant n'est jamais parfaite, ces coups de bélier vont se répéter régulièrement, ce qui provoque des anomalies au niveau du signal DCC, et c'est surtout problématique avec le freinage automatique ABC, si bien qu'on entend souvent sur les forums dire que l'ABC ne marche pas avec les voitures éclairées. Ces coups de bélier peuvent aussi perturber les cartes de détection un peu trop sensibles, entraînant des détections fantômes ou des relais qui jouent des castagnettes. Donc cette résistance, souvent négligée, est très importante pour un bon fonctionnement de l'électronique du réseau. L'alimentation du bandeau de LED est prise aux bornes du condensateur avec une résistance dont le rôle est de diminuer l'intensité de l'éclairage. En DCC, avec 17 volts sur la voie, 2500 ohms pour un bandeau de 60 LED par mètre et 3300 ohms pour un bandeau de 120 LED par mètre donne un bon résultat. En analogique, on pourra mettre seulement 1500 ohms.
Le but est de se retrouver avec 8 à 9 volts aux bornes de la bande de LED. Si on doit mettre un feu rouge de fin de convoi, on se branchera aussi aux bornes du condensateur avec une résistance de 3,9 K en digital avec 17 volts à 1,5 K en analogique. Cela dépendra aussi de la luminosité des LED car les feux arrière ne doivent pas trop éclairer. Le montage des composants peut se faire sur un petit morceau de circuit à bande. On a un pont de diode CMS, une résistance de 100 ohms, 1/8 de watt et un condensateur de 220 microfarads en 25 volts. Le prix de revient est inférieur à 50 centimes par wagon. Ne pas oublier de couper les pistes sous le pont de diode qui sera monté côté piste et le condensateur sera mis de l'autre côté. On commence par souder le condensateur en mettant bien le plus sur la piste où sera le plus du pont de diode. Il faut aussi couper la piste sous la résistance entre la sortie plus du pont de diode et le plus du condensateur. Le montage obtenu est très compact et se loge facilement dans le compartiment des toilettes de la voiture. La bande de LED est collée sur une plaque de carton qui reposera sur l'aménagement des compartiments. L'autre face reçoit 2 bandes de cuivre autocollantes qui éviteront d'avoir des fils qui se promènent à cet endroit. La résistance chutrice de la bande de LED est soudée directement sur le plus à l'extrémité de la bande de LED et repliée sur le dessus de la plaque en carton. Elle est soudée sur la bande de cuivre qui sera reliée au plus du condensateur. Le fil moins est soudé sur l'autre bande de cuivre dont l'extrémité est reliée au moins du bandeau de LED. Les 2 fils descendent par un trou pour aller au condensateur qui se trouve juste en dessous. Ainsi, quand la réglette d'éclairage est en place, on peut tirer les fils en haut et rien ne risquera de se promener devant les fenêtres. L'utilisation d'une réglette en carton posée sur les compartiments est préférable au collage de la bande de LED directement sous le toit de la voiture, car ça permet d'avoir des fils très courts, de pouvoir les tirer au-dessus. En plus, le toit est enlevable facilement, sans être obligé de garder une longueur de fil qu'on a du mal à ranger ensuite. Et enfin, ça évitera d'avoir une fuite de lumière par le toit, surtout s'il est fin et clair. De l'autre côté, on va mettre un autre condensateur pour augmenter la capacité autour de 800 à 1000 microfarads pour être tranquille. Ici, j'ai utilisé 2 petits condensateurs montés en parallèle plutôt qu'un seul gros car j'en avais beaucoup. Une des voitures avait des vis de fixation du toit et la bande de LED est coupée en 3 parties reliées par des cavaliers soudés. Ce genre de montage est plus pratique, plus discret et aussi plus fiable dans le temps qu'un montage avec des fils volants. Les fils sont très courts et sont rangés au-dessus de la réglette. Les feux arrière utilisent classiquement 2 LED rouges de 3 mm qui sont plus courtes que les LED canon et ici plus facilement logeables. Les LED sont soudés selon un gabarit d'écartement correspondant au trou qu'on aura fait. Une résistance CMS de 3,9 kΩ est soudée sur un des côtés et 2 fils fins sont soudés sur les bornes du condensateur. En analogique, on peut mettre une résistance plus faible. L'arrière des LED est peint en noir pour éviter les fuites de lumière. Pour ce genre d'alimentation, mon système préféré est celui des fils enroulés sur l'axe d'essieu. C'est le système qui freine le moins, car c'est un paramètre à prendre en compte, sachant que toutes les voitures seront équipées. Mais c'est aussi le système qui donne la moins bonne prise de courant par rapport aux lamelles. Mais ce n'est pas gênant avec le condensateur. On peut toutefois se trouver avec une voiture qui s'éteint à l'arrêt, et elle se rallumera dès que le convoi repartira. On peut aussi utiliser une ligne de train avec une seule voiture qui prend le courant et des connecteurs entre chaque voiture. On aura alors plutôt intérêt à utiliser des lamelles pour fiabiliser la prise du courant. C'est le système que j'avais utilisé dans la vidéo du TGV rallongé. Dans ce cas, on peut avoir soit un ou 2 gros condensateurs et le pont de diode sur la voiture qui prend le courant, et distribuer le courant continu et filtré aux autres voitures, soit distribuer le courant brut venant de la voie et utiliser le petit montage pont de diode, résistance et condensateur dans chaque voiture. Dans le premier cas,
La résistance de 100 ohms de charge des condensateurs devra être plus grosse en tenant compte de la consommation de toutes les bandes de LED de la RAM. Et il faudra mettre une résistance de 1 à 3 watts, sinon elle va chauffer et risque de partir en fumée. Dans tous les cas, il faut une résistance chutrice pour chaque bande de LED, et surtout pas une seule grosse résistance pour l'ensemble du convoi. Donc ici, on va utiliser deux morceaux de fil très souples de 10 cm de long, dont environ 6 à 7 cm sont dénudés pour être enroulés sur les axes d'essieu. Je préfère le fil multibrin au fil monobrin qui est plus rigide, qui va freiner plus, et surtout qui risque de finir par se couper au cours du temps. Ces fils proviennent d'anciens cordons parallèles d'imprimante qu'on trouve pour presque rien sur le Bon Coin, voire pour rien du tout en déchetterie. Le fil est torsadé et la pointe est très légèrement étamée pour ne pas s'effilocher au fil du temps. On peut mettre une petite goutte d'huile de paraffine sur le fil pour améliorer le roulement sans que ça ne nuise au captage du courant. Les fils doivent être enroulés selon le sens de marche normal de la voiture pour qu'ils frottent dans le sens de l'enroulement et pas l'inverse, ce qui finirait par détendre l'enroulement et dégrader la prise de courant, voire de dérouler le fil. La voiture aura alors un côté avant et un côté arrière. De même, le bout du fil doit être vers la roue qui est reliée électriquement à l'axe et non vers la roue qui est isolée, car il va forcément toucher l'intérieur de la roue à un moment ou à un autre, et cela ferait un court-circuit. Il faut évidemment inverser les essieux pour avoir un fil relié à chaque rail et donc une roue isolée de chaque côté. Alors ce système peut ressembler à du bricolage, mais avec une bonne dizaine d'années de recul, je peux vous dire qu'il est très fiable, du moins autant que les lamelles. Et au risque de finir par passer pour un radin, il ne coûte rien. Le fil passe par un trou situé le plus près possible de l'axe de rotation du bogie et sort dans la voiture par un trou ovale dans le compartiment des toilettes qui tient compte du débattement maxi du bogie, le fil ne devant pas entraver les mouvements. Les aménagements intérieurs sont en impression 3D. Les fichiers STL sont mis en lien dans la description de la vidéo. Ils sont sur ma page Culte 3D, soit en 3 éléments séparés pour une impression plus facile et l'utilisation de couleurs différentes, soit en un seul élément. Il y en a pour les voitures courtes à 6 compartiments et pour les longues à 8 compartiments. Ici, je les ai imprimés en 3 couleurs pour m'éviter la peinture. Ils sont fixés au plancher de la voiture par 2 boulons dont il faudra percer les trous. Les vitrages sont taillés dans une feuille de rhodoïde. La barre d'appui des fenêtres est coupée dans du scotch gris métallisé de réparation qu'on trouve en magasin de bricolage. Sur la première voiture que j'ai faite, j'avais mis 10 grammes de lest, mais je me suis rendu compte qu'avec tout ce qu'on met dedans, il n'y a pas besoin de lest. D'autant que les voitures longues ont un plancher plat et le lest devait être collé en dessous ou mis à la verticale contre la cloison des toilettes, ce qui remonte le centre de gravité et peut faire basculer la voiture dans une courbe abordée un peu vite. Pour le détaillage, il y a des fichiers STL pour les soufflets et des tampons à coller. Les voitures jouets font 2 petits tétons sur lesquels vont venir s'emboîter les tampons. Il faudra quand même mettre un peu de colle car ils ne sont pas très rétentifs. Les voitures Playcraft ont des trous et j'ai utilisé dans ce cas les tampons destinés au locotracteur Valermi et que vous pouvez aussi trouver sur ma page Culte 3D. J'ai conservé les attelages d'origine à crochet car ça en faisait trop à changer et j'ai juste changé le premier attelage de la première voiture et le dernier de la voiture de queue avec des attelages à boucle que j'utilise sur le réseau. Les marquages des voitures sont imprimés sur du papier ordinaire très fin, genre 50 grammes, qui est passé à la bombe de vernis mat incolore, mais on peut aussi les imprimer sur du papier à décalcomanie que je n'ai pas. Ils sont dans un fichier DocX qui figure sur Culte 3D avec les fichiers STL des aménagements intérieurs. Des personnages prennent place dans les compartiments. Ils sont collés avec de la colle à PVC de plomberie que j'utilise aussi pour coller les différentes pièces imprimées en PLA. Elle colle bien, mais permet aussi un décollage ultérieur sans rien abîmer par rapport aux colles de modélisme, sans parler de son coût très inférieur. Surtout pas de cyanolite, qui laisse des traces blanches en séchant et se dépose sur les vitrages. Les vitrages sont collés avec une colle de modélisme qui ne laisse pas de traces. Les rideaux sont faits dans une bande de carton orange provenant d'une ancienne chemise porte-document
dont la couleur est un peu passée. Des stries sont faites avec une pointe pour simuler les plis du tissu. Ils sont aussi fixés avec la même colle, de même que le papier opaque des fenêtres des toilettes qui cache le petit montage de l'alimentation et le condensateur. Les bandes jaunes des voitures de première classe et vertes de deuxième classe sont coupées au cutter dans du scotch d'électricité. Là aussi, ça peut passer pour un infâme bricolage, mais n'ayant pas d'aérographe et n'étant de toute façon pas très doué pour la peinture, c'est pour moi le moyen de faire quelque chose de plus propre. Et là aussi, le recul de plusieurs années montre que ça tient bien sans se décoller. Au pire, on pourra mettre un point de colle aux extrémités. Ma devise étant toujours de faire au plus simple et de ne pas s'embêter au-delà du raisonnable, car le mieux est souvent l'ennemi du bien. Quant à la patine, mes maigres talents artistiques ne me permettent pas ce genre d'exercice, et je préfère là aussi m'abstenir. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec les productions hyper réalistes et détaillées des fabricants haut de gamme, mais ça m'a permis de sauver cette petite rame des années 60 de la poubelle, et question roulement, elle n'a rien à envier aux productions actuelles. Arrivé en voie 1, derrière une petite bébé 8139 Rocco, et arrêt automatique avec l'ABC. La rame remplit tout le quai d'1,80 m. Les voitures pourraient être plus rapprochées en changeant les attelages. Mais pour le moment, je m'en contente, car ça obligerait aussi à changer les bugies. L'éclairage est discret et réaliste. Un essieu de la dernière voiture aurait besoin d'une petite goutte d'huile. Arrêt automatique en gare avec l'ABC. Il est dommage que cette petite caméra n'ait pas d'autofocus pour faire la mise au point sur les objets rapprochés. C'est vraiment son seul défaut. Voilà, j'espère que ça vous donnera l'envie de ressusciter quelques vieilles gloires de notre emblématique marque nationale, ou de mettre un peu de lumière dans tout ce qui roule. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a intéressé, et à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. À bientôt!